et une tête au deuxième poteau de Cuben, comme à l'entraînement. On revoit la tête piquée de Patrick Cuben. 3-0, c'est net et un peu alarmant pour les Lavallois à 4 jours du match à Kiev. Quant aux Nîmois, ils sont toujours invaincus à domicile. Lille-Metz maintenant, un match important entre deux équipes qui ont besoin de points. Metz, c'est évident, les Lorrains étant derniers. Quant aux Lillois, ils n'ont que 2 points de plus, c'est-à-dire que s'ils se laissent surprendre, ils se font rejoindre au classement par Metz. C'est peut-être ce qui explique une première mi-temps très quelconque. On n'a guère vu que ce centre de Christophe, repris de la tête par Savic, mais à côté des buts d'Etor. On a tout de même vu un but au cours de la première période sur cette action de Denis pour l'autre arrière latéral Froger. Froger marque, mais l'arbitre Monsieur Bouillet a refusé le but pour un hors-jeu. 0-0 donc à la mi-temps. En deuxième période, tout va aller très vite puisque c'est dès la 47e minute sur cette action de Bureau au milieu de 4 Messins qui réussit un centre et qui est là? Eh bien Stéphane Planck, 1-0 pour Lille. J'ai dit qui est là? Stéphane Planck, eh bien parce qu'on va retrouver le Lillois sur le deuxième but. Auparavant, on retrouve Bureau qui va non pas centrer cette fois-ci, mais donner en retrait pour Robin. Centre de Robin et donc le deuxième but de Stéphane Planck, du gauche cette fois. 2-0 donc pour Lille. Les autres résultats de cette 8e journée, Bordeaux a battu Rouen 3-1. But de Lacombe, Zégnier et Martinez pour les Girondins et de Redon pour Rouen. Une victoire encourageante, encore qu'elle ait été difficilement acquise après la 70e minute. Donc encourageante quand même avant le match de Coupe d'Europe mercredi contre Leipzig. En revanche, pour Lens, ça ne va pas très fort. Les nordistes ont encore perdu 2-1 à Strasbourg. Les 2 buts strasbourgeois ont été marqués par Gemrich. Pour Gemrich, c'est la fin d'une longue série noire, puisque je crois que ça fait 16 mois qu'il n'avait pas marqué un but. Celui de Lens a été réussi par Flack. Un but de Zimaco sur pénalty à la 80e minute a suffi à Bastia pour battre Toulon. Toulon qui est entraîné maintenant par Christian d'Alger, donc pas heureux les Toulonnais. Deuxième victoire depuis le début de la saison pour Nancy, 2-0 face à Toulouse, but de Meyer et d'Éric Martin. À noter qu'il n'y a eu qu'un résultat nul. Dans le derby de l'Ouest, Rennes et Brest ont fait match nul 1-1, but de Charrier et de Maroc. Très peu de buts donc au cours de cette 8e journée, 20 seulement. Au classement, statu quo pour les 4 premiers. Auxerre a toujours 1 point d'avance sur Monaco, 2 sur Bordeaux et 3 sur Nantes. Ensuite, le trou est fait. Rouen, Strasbourg, Bastia et Laval sont déjà à 5 points. Paris et Lille à 6. On retrouve 4 équipes avec 7 points. Sochaux, Lens, Brest et Nîmes, c'est un bon score, 7 points pour Nîmes, ça l'est un petit peu moins pour Lens. Toulouse, Nancy et Rennes ont 6 points, enfin 3 équipes avec 4 points, Toulon, Saint-Étienne et Metz. Pour ces 3-là, ça commence déjà à devenir sérieux, comme on dit. Et oui, et dans quelques instants, nous repartirons pour Sochaux, où se trouve toujours Georges Dominique. Le temps de vous présenter une revue de presse. Et oui, on l'attendait, Football 84 avec impatience. C'est l'équipe qui publie ce recueil, sous la direction de Jacques Ferrand et Jean-Philippe Rétaquer. Que vous dire? Ben, il y a tout. Robert Herbin parle, et oui, il parle et même plutôt il écrit. On m'appelle le Sphinx aux éditions Robert Laffont, avec une préface de Michel Hidalgo qui devient en ce moment un peu le record du monde de la préface. Recordman du monde, bien sûr. Des révélations intéressantes dans ce livre donc de Robert Herbin. La une de Mondial est consacrée ce mois-ci à José Touré, alors que la une, elle, de Dribble, qui est un mensuel, qui en est à son numéro 4, elle est consacrée aux Coupes d'Europe. Voilà donc pour la revue de presse. Et maintenant, Georges Dominique, à vous, à Sochaux. Bien oui, ici Jean, à Sochaux, nous sommes environnés par les usines Peugeot, c'est un peu le jardin, ce stade Bonal, président. Alors j'aimerais savoir, monsieur Touzery, président du FC Sochaux, si vous êtes un président comme les autres, avec les mêmes problèmes. Je suis un président comme il y a. Je ne crois pas qu'il y ait de président vraiment serein quand on est en prise aux problèmes du football, que ce soit des problèmes sportifs, de gestion, de relations humaines ou de choses comme ça. La seule chose, je suis peut-être un président serein en ce sens qu'il y a une continuité. On travaille avec la certitude du lendemain et nous ne sommes pas à la merci d'une révolution municipale puisqu'en fait, effectivement, nous travaillons avec une firme privée. C'est sûr, il y a une continuité, mais je voulais quand même poser une question qui me tient à cœur. Là, chaque année, pratiquement, vous voyez partir ceux que vous avez formés, alors vous devez avoir un peu la pilule amère. Parfois, il y a effectivement, il y a une certaine amertume, mais notre politique dans ce contexte de travail est une politique de formation. J'admets que d'autres pratiquent une autre politique dans d'autres cités. Par contre, effectivement, il ne faudrait pas qu'il y ait la différence entre ce que certains appellent le commerce
Et le football, c'est que le commerce, on est seul, et si les autres crèvent, tant mieux pour soi. En ce qui concerne le football, il y a des clubs riches, des clubs moyens et des smicards. Il ne faudrait pas, le championnat se fait à 20 et il y a une certaine solidarité entre clubs et je pense que la réglementation doit protéger, ne serait-ce que par une limitation du nombre de transferts, pour pas que certains clubs puissent tirer sur tout ce qui bouge, effectivement. Ce qui fait plaisir quand même, c'est de voir des Laval, Auxerre, etc., etc. et Sochaux. René Hauss, une seule question, vous avez énormément d'expérience, vous avez gagné une Coupe de France, je crois, à 20 ans, et une seconde 18 ans plus tard, à 38 ans, vous avez entraîné de grandes formations comme le Standard de Liège. Alors, puisque Michel Hidalgo, disons, ne nous écoute pas, vous avez un œil critique sur le football français? Oui, enfin, je pense que c'est un peu mon travail. Je dois dire, s'il y a encore des progrès tactiques à faire, indiscutablement, c'est une certaine fragilité morale qui empêche trop souvent le footballeur français de s'exprimer. Il peut atteindre des sommets, comme il le montre, il est capable de battre les meilleurs, mais là aussi, il y a trop souvent, alors, après, des éclipses par trop inquiétantes. Alors je pense qu'il faudrait, le football se pratique 11 mois sur 12, il faudrait qu'il devienne ce joueur lutteur en permanence et qu'il soit animé par cet esprit, donc, et puis qu'il puisse obtenir aussi à travers ça une certaine stabilité et régularité dans les performances. Alors est-ce que ça va s'améliorer? Bien, nous serons mercredi prochain à l'occasion des Coupes d'Europe. Voilà, Jean, c'était ici le Stade Bonal à Sochaux, à vous. Merci Georges Dominique. Et maintenant, nous allons vous présenter un sujet sur Laval. Laval qui, pour la première fois de son histoire, va disputer une Coupe européenne. Alors Frédéric Jaillant, vous êtes rendu bien sûr dans la Mayenne, mais est-ce que la défaite face à Nîmes 3-0 n'a pas un peu entamé la confiance des Lavallois? Bon, non, je pense pas. On l'a vu tout à l'heure, ils ont été battus 3-0 effectivement, mais enfin, bon, ils avaient l'esprit tourné ailleurs, justement vers cette Coupe d'Europe. C'est la première fois qu'ils la disputent et on peut dire que pour eux, c'était plutôt un galop d'entraînement, certainement, ce match de championnat à Nîmes. Alors, le match aller contre Kiev, c'est dans 3 jours, à Kiev, et puis le match retour, 15 jours après, à Laval. Il faut dire que ce match retour à Laval suscite un engouement formidable à Laval, et finalement, aujourd'hui, dans la ville, il n'y a qu'un seul regret de la part des dirigeants du club. Les dirigeants estiment que la municipalité ne les aide pas suffisamment. Ils voudraient avoir davantage de moyens, en tout cas, dans ces conditions, le mérite de cette réussite n'en est que plus grand. Alors on va voir qu'à Laval, effectivement, le match contre Kiev va attirer beaucoup de monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez des places assises, il faudrait quand même revenir le plus tôt possible, parce qu'il ne reste presque plus. Ah non, c'est complet. Et oui, à Laval, la Coupe d'Europe fait recette. Et le 28 septembre, au stade Francis Lebasseur, ce sera la fête. Surtout si à l'aller en URSS, Laval tient le choc, même sans ses supporters. Je peux pas mettre 2700 francs d'un billet d'avion pour aller à Kiev, surtout au retour des vacances. Mais par contre, vous serez là au match retour. Ah oui, j'ai déjà mon billet. Ce sera la fête, ce sera une grande fête, oui, certainement. Oui. Peu importe le résultat, c'est déjà très beau. Il y a certainement beaucoup de clubs qui ont vu Laval. Aujourd'hui, peut-être pas il y a 6 ans. Le but est marqué. Encore un, ce n'est pas le dernier. Il y a 6 ans, Laval entamait sa 2e saison en première division. Alors emmené par Raymond Kérusoré qui s'apprête ici à faire marquer l'avant-centre de l'époque, Jacques Vergne, l'équipe venait d'échapper de justesse à la relégation. Depuis, les temps ont bien changé grâce notamment aux jeunes qui cette année, comme les précédentes, ont su remplacer des joueurs que le club n'avait plus les moyens de conserver. Vous êtes bien aimable de dire qu'à Laval, il n'y a que des jeunes, alors que vous interrogez un vieux monsieur. Mais si vous parlez de l'équipe, en effet, on a une équipe très jeune, et on peut dire qu'il y en a plus de la moitié qui sortent de notre centre de formation, qui pourtant n'a que 3 ans. En fait, les données sont simples. 5 des joueurs titulaires depuis le début de la saison ont été formés au club. C'est le record absolu en première division. À la fin de la saison dernière, ce sont encore 4 des meilleurs joueurs de l'équipe, Tampez, Vinca, Redon et Krause, qui ont quitté Laval. Pour les remplacer, 3 stagiaires du centre dirigé par Bernard Maligorne, ici à gauche, ont été intégrés à l'effectif professionnel. Ouais. L'entraîneur, Michel Lumilinaire, lui, n'a fait venir que 2 joueurs de l'extérieur. D'un seul contrôle, tu étais en place, là. L'Allemand Klaus Jank et le gardien Jean-Michel Godard.
Non, on tient pas. Godard, un cas dans le football français, puisque l'année dernière, à 29 ans, il jouait encore en 2e division à Nolay-Mines. Bon, ça fait 2 mois que je suis à Laval. Maintenant, je pense que je suis bien intégré. Avec, disons, il y a quand même quelques différences avec la 2e division, mais je pense avoir fait le pas. Peut-être pas entièrement encore. J'ai encore beaucoup à travailler, mais je sens que c'est en bonne voie. Et sinon, on se sent mieux en 2e ou en 1re division? On se sent mieux en 1re division, dans la mesure où j'ai la chance de jouer au plus haut niveau. Bon, je pense que je peux pas nier quand même que la 1re division, c'est plus agréable. Vous avez commencé à 30 ans. Si vous faites une carrière comme tout footballeur de 10 à 12 ans, ça vous mène à 42, 45 ans? Non, j'envisage de faire au moins 3 ans Laval. Si je fais les 3 ans, je serai content. L'autre nouveau, Klaus Jank, lui aussi vient de 2e division. Il évoluait en Allemagne où les dirigeants lavallois ont déjà recruté de fameux attaquants comme Erwin Köstede, ici à l'œuvre, et meilleur buteur du championnat en 80, ou comme Uwe Krause, meilleur buteur de l'équipe ces 3 dernières années, mais devenu aujourd'hui monégasque. Klaus Jank, lui, joue ailier et il a déjà prouvé qu'il savait marquer, même s'il a encore besoin d'un temps d'adaptation. Mais le plus efficace cette saison est un autre étranger, le Sénégalais Séné, déjà 3 buts. Encore, oui. C'est à force de travailler que ça commence à bien arriver, quoi. Et puis le fait de marquer 3 buts, j'aimerais bien en marquer plus, quoi. Et je me fixe 15 buts. Sur le terrain, quels sont vos points forts? Points forts, c'est les balles au pied, les jeux de tête que j'ai, et puis la vitesse. Des points faibles aussi? Les points faibles, il y en a, mais je laisserai les spectateurs le dire, quoi. Les spectateurs, ou pourquoi pas ses partenaires, dont 4 seulement, ont connu la 1re division ailleurs qu'à Laval. Jean-Paul Rabier, qui vient de Valenciennes. Robert Buig, qui a joué notamment à Marseille. José Souto, ancien Messin. Et enfin Christian Felsi, qui a évolué à Angers. Tous les autres, comme ici Patrice Boson, le capitaine, c'est donc à Laval qu'ils ont fait leur apprentissage de la 1re division. C'est aussi avec Laval qu'ils s'apprêtent aujourd'hui à découvrir la Coupe d'Europe. Reste à savoir si, face à Kiev, ils feront le poids. Bien disons, pour être tout à fait sincère, qu'il y a quand même une certaine appréhension au moment d'aborder ce match. J'ai eu l'occasion de voir cette équipe 2 fois lors d'un tournoi en Espagne et il est évident qu'elle est quand même impressionnante par sa puissance. Et c'est quand même une équipe qui a l'habitude des matchs de haut niveau, des matchs de coupe européenne, si bien qu'on ne peut pas l'aborder sans une certaine appréhension, c'est vrai. Dans quelques jours à Kiev, quel sera l'atout de Laval? Eh bien, je crois que ce sera le sentiment de vouloir démontrer que sa place était là et qu'il pouvait réussir une très bonne performance. Les joueurs auront l'occasion de se transcender, de se sublimer, et je pense que face à un adversaire comme Dynamo de Kiev, ce sera vraiment l'occasion rêvée. Une occasion que les Verts, en leur temps, n'avaient pas laissé échapper. Mettez-vous à leur place. Et bonne chance, bien sûr, à Laval, à Kiev et à toutes les autres équipes françaises qui disputent des coupes européennes mercredi. Didier Roustan, vous étiez à Copenhague pour la rencontre Danemark-France. Match amical, bien sûr, puisque la France est qualifiée d'office pour les championnats d'Europe qu'elle organise. On le répète chaque fois, ça. Hein. Ouais. C'est quand même un peu étonnant, cette défaite 3-1. Oui, c'est étonnant, surtout que les Français ont fait l'essentiel du jeu et à l'arrivée, ils prennent 3 buts. Lorsqu'on revoit le match à la vidéo, on s'aperçoit que les Français ont fait beaucoup de mayonnaise au milieu de terrain, mais finalement, il y a eu autant d'occasions de buts de part et d'autre, c'est-à-dire 6 valables pour le Danemark et 6 pour la France. Donc il y a toujours le problème d'efficacité, puisque sur 6 occasions, les Danois, eux, ont marqué 3 buts, un seul pour les Français. Alors nous avons suivi tout particulièrement dans cette rencontre Daniel Bravo, qui est le plus jeune joueur français, qui se distingue régulièrement avec son nouveau club, l'AS Monaco, en ce début de championnat, et qui est l'un des petits derniers de l'équipe de France, puisqu'il ne compte pas beaucoup de sélections. Il nous avait un peu laissé sur notre faim contre Pénarol, pour un rôle difficile, c'est vrai pour lui. Alors nous allons voir à Copenhague. Vous êtes plus crispé que contre Pénarol, ça fait toujours quelque chose, vous êtes dans quel état là? C'est sûr qu'on est toujours un peu crispé, mais enfin, je pense que je suis en bonne forme en ce début de saison, et c'est mon 2e match, je pense que ça marchera mieux.
Et oui, la Marseillaise, ça fait toujours quelque chose, le maillot bleu également. Le maillot bleu qui pour une fois était blanc et on a vite compris en ce début de rencontre que Daniel Bravo, tout comme Dominique Rocheteau, allait connaître certains problèmes devant la défense danoise. Pour des raisons bien compréhensibles, ils étaient bien seuls, les deux attaquants français, pour vous donner une idée un petit peu plus exacte. Regardez ces images, Daniel Bravo en possession du ballon pour Dominique Rocheteau. Il y a 2 blancs pour, vous pouvez le compter, il y a le petit jaune au fond, et 7 rouges. Donc 2 joueurs français pour 8 Danois. En plus clair, c'est injouable. De plus, ce qui nous a un petit peu étonné, c'est la position très repliée de Michel Platini, qui en ce début de partie, le plus souvent, était à la hauteur de Maxime Bossis. C'est vrai qu'il réussit des ouvertures de 40 mètres, mais tout de même, déjà, qu'on n'avait pas beaucoup d'attaquants. On s'est montré surpris ici. Platini qui relance sur la droite est à la hauteur de Fernandez. Pour le reste, eh bien, il faut, et puis Bravo et Rocheteau se débrouillent comme ils peuvent. Pour le reste, il faut également signaler que Rasmussen, l'arrière droit, s'occupait individuellement de Platini. Au bout de quelques minutes de jeu, il avait compris. Cela laisse des espaces, bien sûr, mais c'est une arme à double tranchant dans la mesure où Rasmussen peut également être un attaquant supplémentaire puisque cela se passe à côté des buts de Basse. Signalons également le double écran constitué par les joueurs danois qui gênent par exemple ici Giresse et chaque fois, eh bien, les joueurs français seront obligés de donner le ballon vers l'arrière. Alors ces ballons qui n'arrivent pas devant, eh bien Bravo va les chercher derrière. Il n'y a donc plus que Rocheteau devant et Fernandez ici qui est gêné, tout comme Giresse tout à l'heure et Platini qui revient encore derrière. J'ai essayé tout de même de revenir un peu en retrait pour toucher davantage le ballon et me mettre un peu en confiance. Voilà, alors la France a fait tout le jeu en première mi-temps, pratiquement tout. Une seule occasion dans le premier quart d'heure, ce bon changement d'aile de Patrick Battiston pour Giresse. Et la suite de ce centre, eh bien une tête de Rocheteau. Le ballon ne passe pas si loin que ça. La première occasion danoise, en revanche, sera la bonne. Nous sommes à la 18e minute. Vous allez le voir, il va y avoir un petit ricochet. C'est Lerby qui relance immédiatement pour Laudrup. Petit crochet devant Bossis et à la sortie du dribble pratiquement de l'intérieur du pied. Il ne laisse aucune chance au gardien de but français Joël Basse. Donc 1-0, but de Laudrup qui est de la Juventus de Turin mais qui est prêté à la Lazio de Rome. C'était le plus jeune joueur sur le terrain. Il a 19 ans. À partir de cet instant, eh bien, Platini se trouve dans une position plus avancée, ce qui donne des solutions en attaque, comme ici avec Giresse où il a pu combiner. Comme ici également, toujours les deux hommes, Giresse, Platini. Bravo qui relance très bien pour Battiston qui dans cette partie a eu quelques problèmes avec ses centres. Enfin ce qui devait arriver arriva à la 26e minute. Le ballon sur la gauche pour Dominique Rocheteau. Au centre Leroux et Bravo ratent mais Platini n'est plus libéraux. Il marque un partout. Et vous allez voir sur le ralenti qui va suivre grâce à des images de notre caméraman de TF1 Alain Lardière que Daniel Bravo tente une talonnade. Ce qu'on n'a sans doute pas vu sur la vidéo. Il est en avance sur le ballon et sans le faire exprès, eh bien, il va tromper le Danois qui a suivi. Le champ est libre pour Michel Platini, un partout. Il y a tout de même quelques occasions danoises, je vous l'ai dit, l'une des 6, la voici. Simonsen est bien parti dans le coup, Amoros est battu. Petite erreur de placement de Maxime Bossis qui a flairé le coup un peu trop tard. Simonsen, donc, qui est retourné au Danemark, à Velger, et puis une occasion très nette pour les Français. Giresse qui donne très bien à Platini. Le gardien de but est battu, mais Bolby sur la ligne sauve son camp. Un partout à la mi-temps. Dans la deuxième période, il faudra signaler, après seulement 1 minute, une bonne tête de Leroux à la suite d'un corner tiré par Alain Giresse. Mais là, le jeu s'équilibre un petit peu et vous allez voir Alan Simonsen dans ses œuvres. Remarquable joueur, auparavant à Mönchengladbach, à Barcelone, à Charlton aussi en Angleterre. Voilà, un droite-gauche qui laisse sur place Fernandez et Battiston. Et Batz a bien raison de dégager du point car le tir était puissant et le ballon glissant. Cela se passait à la 57e minute. Ici, Bravo ouvre bien pour Battiston. Bonne intervention du gardien de but danois. Et alors que le réalisateur danois s'attarde sur son gardien de but, eh bien ça va très vite. Et une très bonne occasion. Ici, Amoros est revenu au tout dernier moment pour tacler à la suite de cette action de Berggren. Et à la 58e minute, festival de Simonsen qui passe Amoros et Fernandez qui donne dans le trou à Braille. C'est le deuxième but, un but qui a beaucoup fait parler. Alors regardez d'abord sur le ralenti qui va suivre. Battiston, qui est à l'extrême gauche de votre écran, couvre un peu Braille. C'est-à-dire qu'il remonte au tout dernier moment. Vous ne le verrez pas au départ de le ballon, alors que Braille monte. Voilà, les deux joueurs se croisent.
Et sur le plan arrêté qui va suivre, vous allez remarquer que, alors que le ballon est déjà parti et qu'il n'y a plus de son, j'espère qu'il y en a chez vous, eh bien que Braille est à la même hauteur que Battiston, fiez-vous à la ligne de la surface de réparation. Donc au départ du ballon, il n'y avait sans doute pas hors-jeu. Une occasion pour Rocheteau à la suite d'un corner de Bravo. Et puis là, ça va aller très très vite ensuite. C'est le 3e but du bout du pied pour Laudrup. Score final, 3-1 pour le Danemark, qui a bien joué le coup. Donc.